Bienvenue sur Revenge Read. L'histoire que vous allez entendre se déroule en France, entre la pluie glaciale de Normandie et les tours de verre de la Défense. Je m'appelle Axel. J'ai 30 ans. Il y a 2 mois, mon propre père s'est levé au mariage de ma sœur cadette et m'a effacé devant 150 personnes. Je me tenais au fond de la salle de bal, derrière le trépied du vidéaste, faisant ce que je fais toujours lors des événements familiaux, rester hors du chemin et prétendre que cela ne fait pas mal. Quand mon père a pris le micro pour son discours, j'ai eu cet espoir ridicule que, peut-être, juste pour cette fois, il se souviendrait qu'il avait 2 filles. Par réflexe, j'ai activé l'enregistreur de mon téléphone. Ce réflexe, plus que tout, est la raison pour laquelle vous entendez cette histoire maintenant. Il a tapoté son verre avec sa fourchette. À ma fille, a-t-il dit, et mon cœur s'est soulevé une seconde. Puis il a ri. Je devrais dire, ma seule fille. Cette femme incroyable ici est la fierté de ma vie. Cette chose qui se tient au fond. C'est juste une erreur que j'ai faite il y a 30 ans. Honnêtement, on aurait dû la donner à l'adoption quand on en a eu l'occasion. La salle de bal a éclaté de rire. J'ai souri, je me suis retournée et je suis sortie sous la pluie. Ce soir-là, j'ai passé 3 appels et envoyé un email qui a tout changé. 2 mois plus tard, mon téléphone s'illuminait de 68 appels manqués des mêmes personnes qui avaient ri, hurlant toute la même question. Qu'est-ce que tu nous as fait? Avant de vous raconter comment j'ai transformé la blague de mon père en son pire cauchemar, dites-moi ceci. Quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo? Je veux voir jusqu'où la vérité sur ma vie d'erreur peut voyager. Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Revenons à cette nuit fatidique. Le château, situé près de Deauville, était une merveille d'architecture du XVIIIe siècle, loué à un prix qui aurait pu nourrir une famille moyenne pendant 5 ans. Dehors, une tempête d'automne frappait les vitres hautes, mais à l'intérieur, tout n'était que chaleur, lumière dorée des chandeliers et tintement du cristal. Ma sœur, Laetitia, rayonnait dans une robe Verawang sur mesure, assise à la table d'honneur comme une reine couronnée. À côté d'elle, ma mère, Chantal, ajustait nerveusement ses perles, tandis que mon père, Hubert, tenait sa coupe de champagne comme un sceptre. Hubert était déjà rouge, un signe infaillible qu'il avait dépassé sa limite d'alcool socialement acceptable. Mais personne ne l'arrêtait. On n'arrête pas Hubert L., le magnate de la construction, l'homme qui a bâti la moitié des complexes résidentiels de la région lyonnaise avant de conquérir Paris. Moi? J'étais près de la porte de service, là où les serveurs entraient et sortaient avec les plateaux de petits fours. Je portais une robe bleu marine que j'avais achetée en solde 3 ans plus tôt et que j'avais retouchée moi-même. Je n'étais pas à la table d'honneur. Il n'y avait pas assez de place, m'avait dit ma mère avec un sourire contrit 2 semaines plus tôt. Quand les rires ont éclaté après ces mots cruels, le temps a semblé ralentir. J'ai vu les visages. Les partenaires d'affaires de mon père, des hommes en costume italien qui riaient parce que le patron riait. Mes tantes et oncles, qui gloussaient en se couvrant la bouche. Et Laetitia. Ma petite sœur. Celle que j'avais aidée à faire ses devoirs, celle dont j'avais couvert les sorties nocturnes quand elle était ado. Elle a renversé la tête en arrière, ses boucles blondes tremblant, et a applaudi. « Oh papa, arrête, tu es terrible » a-t-elle crié, hilar. Axel a le sens de l'humour, pas vrai? Non. Axel n'avait plus le sens de l'humour. Axel avait de la mémoire. Et Axel avait un enregistrement. Je n'ai pas pleuré. Pas une seule larme. Quelque chose en moi s'est vitrifié à cet instant précis. C'était comme si le dernier lien ténu, ce fil invisible et douloureux qui me rattachait encore à l'espoir d'être aimé, venait de se rompre net. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Il a soutenu mon regard, un sourire de défi sur les lèvres, attendant que je m'effondre ou que je fasse une scène, ce qui aurait validé son mépris. Au lieu de cela, j'ai levé mon verre d'eau plate vers lui, un toast silencieux à sa cruauté. Puis, j'ai pivoté sur mes talons et j'ai poussé les lourdes portes en chêne. L'air glacé de la Normandie m'a frappé de plein fouet. La pluie tombait à l'horizontale, fouettant mon visage, trempant ma robe en quelques secondes. Je n'ai pas couru. J'ai marché d'un pas régulier vers le parking des invités, mes talons s'enfonçant dans le gravier humide. J'ai atteint ma vieille Peugeot 208, une tache grise au milieu des porches et des Audi rutilantes. Mes mains tremblaient, non pas de froid, mais d'une rage froide, calculatrice. J'ai sorti mes clés, et c'est là que mon téléphone a vibré. Une notification de ma banque.
Transaction refusée, station-service Total. Montant, 45 €. Motif, carte bloquée par le titulaire principal. J'ai fixé l'écran, l'eau ruisselant sur la vitre. C'était la carte de crédit d'urgence que mon père m'avait laissée au cas où, la seule aide financière qu'il m'ait jamais accordée. Il l'avait coupée. Il avait dû le faire depuis son téléphone, sous la table, probablement juste après mon départ, comme une dernière punition pour avoir osé quitter sa fête. Je n'avais pas assez d'essence pour rentrer à Paris. Je n'avais que ma carte de débit personnel avec un solde maigre. J'étais seule, trempée, humiliée, et coincée dans la nuit noire. Mais Hubert avait commis une erreur stratégique. Il pensait avoir affaire à sa fille, la petite Axelle qui pleurait dans sa chambre. Il avait oublié que je suis auditrice financière spécialisée dans la fraude. Il venait de déclarer la guerre à une experte en destruction de systèmes corrompus. Et il ne savait pas encore que je détenais les codes d'accès à son coffre-fort numérique. J'ai réussi à atteindre une petite aire de repos sur l'autoroute A13 avec les dernières vapeurs d'essence. Sous la lumière jaune et crue des lampadaires, garés entre deux camions de transport international, j'ai compté mes options. J'ai utilisé mes propres économies pour faire le plein. Chaque euro dépensé était un rappel de ma solitude financière face à l'empire de mon père. Alors que je reprenais la route vers Paris, le rythme monotone des essuie-glaces agissait comme un métronome, battant la mesure de mes souvenirs. Je ne pouvais pas m'empêcher de revisiter ce que j'appelle mon musée de la douleur. C'est une galerie mentale où j'expose chaque injustice, chaque différence de traitement. Première exposition, mai 18 ans. J'avais été acceptée dans une prestigieuse école de commerce à Lyon. J'étais arrivée en courant dans le bureau de mon père, la lettre d'admission à la main. Il n'avait même pas levé les yeux de ses dossiers. L'école de commerce ? Pourquoi faire, Axel ? Tu finiras secrétaire ou mère au foyer. Je ne vais pas jeter 15 000 € par an par la fenêtre. J'ai dû contracter un prêt étudiant que je rembourse encore aujourd'hui. 3 mois plus tard, pour les 16 ans de Laetitia, il lui a acheté un cheval de compétition. C'est un investissement, avait-il dit en riant. Le cheval a coûté 25 000 €. Il s'est blessé 6 mois plus tard et a été vendu pour une bouchée de pain. Personne n'a parlé de jeter de l'argent par la fenêtre ce jour-là. Deuxième exposition, la maladie de maman. Il y a 5 ans, Chantal a eu une grave pneumonie. Elle a été hospitalisée pendant 3 semaines. Hubert était trop occupé par un gros chantier à Marseille. Laetitia était en vacances à Ibiza et ne pouvait pas trouver de vol. C'est moi qui ai dormi sur la chaise inconfortable de l'hôpital chaque nuit. C'est moi qui ai tenu sa main quand elle délirait de fièvre. C'est moi qui ai pris des congés sans solde pour m'occuper d'elle à sa sortie. Quand elle a finalement récupéré, lors du premier dîner de famille, elle a levé son verre. « Je veux remercier ma petite Laetitia », a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Savoir que tu priais pour moi depuis l'Espagne m'a donné la force de guérir. J'étais assise juste là. Invisible. J'ai failli crier. Mais je me suis tue. Comme toujours. Troisième exposition, la plus récente et la plus dangereuse. Ce document signé l'année dernière. Hubert m'avait convoqué un dimanche matin. C'est juste une formalité fiscale, Axel. Pour protéger l'entreprise en cas de contrôle. Ça simplifie la structure de l'héritage. J'étais fatiguée, je venais de sortir d'une rupture difficile, et une partie de moi voulait désespérément lui faire plaisir, obtenir un mot d'approbation. J'ai signé sans lire les petits caractères. C'était une renonciation à mes parts réservataires dans la société holding familiale en échange d'une somme forfaitaire dérisoire que je n'ai jamais reçue. Arrivé à mon petit appartement du 15e arrondissement de Paris vers 3 heures du matin, je n'ai pas dormi. J'ai enlevé ma robe humide, je me suis fait un café noir très fort, et j'ai ouvert mon ordinateur portable professionnel. Je ne suis pas une hackeuse de cinéma. Je ne tape pas des lignes de code vert sur un fond noir. Je suis une auditrice. Je sais comment les gens riches cachent leur argent parce que c'est mon métier de le trouver. Et Hubert, dans son arrogance, était négligent. Il y a 2 ans, lors d'un Noël où j'avais été brièvement tolérée, j'avais réparé son ordinateur personnel parce qu'il le trouvait lent. En réalité, j'avais installé un accès distant passif et synchronisé son dossier cloud avec un serveur sécurisé que je contrôle. Je n'avais jamais regardé les fichiers. C'était ma police d'assurance, mon levier nucléaire au cas où il essaierait de me détruire complètement.
Ce soir, assis dans le silence de mon appartement parisien, alors que mes cheveux séchaient encore, j'ai cliqué sur le dossier nommé Projet-bas municipaux. Des centaines de fichiers se sont affichés. Factures, devis, emails internes. J'ai commencé à lire. Au début, c'était le jargon habituel du BTP. Mais très vite, des anomalies ont sauté aux yeux. Des dates qui ne correspondaient pas. Des fournisseurs avec des noms étranges. Et puis, j'ai trouvé un échange d'emails datant de 2014. L'objet était « Problème isolation école Jules Ferry ». L'expéditeur était mon oncle Rémi. Le frère cadet d'Hubert. L'homme que la famille avait banni il y a 10 ans, le traitant de voleur et d'ivrogne. L'email disait « Hubert, je ne peux pas signer ça. Les certificats de conformité sont faux. Ce n'est pas de la laine de roche, c'est du composite bas de gamme importé illégalement. Il y a des traces d'amiante. Ce sont des enfants, Hubert. On ne peut pas faire ça. » La réponse de mon père était courte, « Fais ce qu'on te dit ou tu es fini. Je m'occupe de l'inspecteur. Si tu parles, je t'enterre. » Mon cœur a raté un battement. Ce n'était pas juste de la fraude fiscale. C'était un crime contre la santé publique. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché un numéro que je n'avais pas composé depuis une décennie. J'ai tapé un message, « Oncle Rémi, c'est Axel. Je sais pour l'école. Je sais pourquoi ils t'ont détruit. Je suis prête à écouter. » J'ai appuyé sur envoyer. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain matin, Paris s'éveillait sous un ciel gris de plomb. J'ai conduit jusqu'à la banlieue nord, loin des quartiers chics. Le GPS m'a mené dans une zone industrielle délabrée, devant un garage automobile à l'enseigne rouillée, Mécanique Générale, RL. Mon oncle Rémi était sous le capot d'une vieille Renault Clio quand je suis arrivé. Il a vieilli. L'homme fort et rieur de mes souvenirs d'enfance était devenu un homme voûté, aux mains noires de graisse, le visage marqué par des années d'amertume et de travail acharné. Il s'est essuyé les mains sur un chiffon sale en me voyant. Il ne m'a pas souri. « Tu as les yeux de ton père », a-t-il dit sèchement. « Si tu es venu pour espionner pour lui, tu peux repartir. » « Je ne suis pas venu pour lui », ai-je répondu, ma voix ferme malgré l'émotion. « Je suis venu pour l'enterrer. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'enregistrement du mariage. J'ai regardé son visage changer alors que la voix d'Hubert remplissait le petit bureau du garage qui sentait le café froid et l'huile de moteur. Quand Hubert a prononcé les mots brouillon raté et erreur, la mâchoire de Rémi s'est contractée si fort que j'ai cru qu'il allait se casser une dent. Quand l'enregistrement s'est terminé, il y a eu un long silence. Seul le bruit d'une clé à molette tombant au sol dans l'atelier voisin résonnait. « Il n'a pas changé », a murmuré Rémi. « Il écrase tout ce qui ne brille pas assez pour lui. » Il m'a fait signe de le suivre dans l'arrière-boutique. C'était un petit espace encombré de pièces détachées, mais au fond, il y avait une armoire métallique verrouillée par un cadenas lourd. « Tu sais pourquoi je vis ici ?» a-t-il demandé en cherchant la clé dans sa poche. « Pourquoi ton père vit dans un manoir et moi dans un studio au-dessus d'un garage ? » « Parce que tu as refusé de signer, dis-je. » Il s'est figé. « Tu as lu les mails ? » J'ai lu ce qui est sur le serveur. « Mais j'ai besoin de plus, oncle Rémi. Le serveur prouve qu'il y a eu une dispute. Il ne prouve pas ce qui a été réellement installé dans les murs de cette école. » Il a ouvert l'armoire. À l'intérieur, pas d'argent, pas de bijoux. Juste une boîte en carton, scellée avec du ruban adhésif marron, et une clé USB collée dessus avec du scotch. « J'ai gardé ça pendant 10 ans, dit-il, la voix tremblante. Le jour où il m'a viré, j'ai pris des échantillons sur le chantier. Je les ai fait analyser par un laboratoire indépendant en Belgique, à mes frais. Et j'ai copié tous les bons de commande originaux, ce qui l'a fait détruire plus tard. » Il a posé la boîte sur l'établi poussiéreux. C'était de l'amiante friable, Axel. Interdit depuis 1997. Mais il l'a eu pour un dixième du prix en l'important via une société écran en Europe de l'Est. Il a économisé 2 millions d'euros sur ce chantier. 2 millions qui sont allés dans sa poche, pendant que des centaines d'enfants respirent ça chaque jour. Je sentais la nausée monter. Mon père n'était pas seulement un mauvais père. C'était un monstre. Il avait mis en danger la vie d'enfants pour payer ses voitures de luxe et ses soirées au champagne. « Pourquoi tu n'es pas allé à la police ?» ai-je demandé doucement.
Rémi a ri, un rire sans joie. J'ai essayé. 2 jours plus tard, la police a trouvé 5 000 € en liquide volé dans mon casier au bureau. Ton père a porté plainte. Il m'a dit, soit tu disparais et je retire la plainte, soit tu vas en prison pour vol et je m'assurerai que tu y restes. J'avais peur, Axel. J'étais seule. Il m'a tendu la clé USB. Ses doigts étaient rugueux et calleux contre ma paume lisse. Mais maintenant, tu es là. Tu as son sang, mais tu n'as pas son cœur pourri. Prends-le. Fais ce que tu dois faire. En tenant cette petite clé USB, j'ai réalisé le poids de ce que je tenais. Ce n'était pas seulement une vendetta familiale. C'était une question de justice. Je vous pose la question maintenant, à vous qui écoutez. Si vous découvriez que votre père, l'homme qui vous a élevé, était responsable d'un crime qui mettait en danger la vie d'innocents, auriez-vous le courage de le dénoncer? Même si cela signifiait détruire votre propre famille? Dites-moi ce que vous feriez dans les commentaires ci-dessous. J'ai serré la main de mon oncle. Je ne vais pas juste le dénoncer, oncle Rémi. Je vais m'assurer qu'il ne puisse plus jamais signer un contrat de sa vie. Je suis sorti du garage avec une mission. La tristesse de la veille avait disparu, remplacée par une détermination froide et tranchante comme un scalpel. De retour dans mon appartement, j'ai transformé ma table de cuisine en quartier général de guerre. J'ai posé 3 écrans, des piles de disques durs et une cafetière pleine. J'ai fermé les volets. Pendant les 72 heures suivantes, je n'ai pratiquement pas dormi. Je suis entré dans ce que j'appelle la transe de l'audit. Le contenu de la clé USB de l'oncle Rémi était explosif, mais il datait de 10 ans. Pour clouer Hubert au pilori aujourd'hui, je devais prouver que la fraude était systémique, qu'elle continuait encore maintenant. La justice française est lente, il me fallait un dossier en béton armé. J'ai croisé les données des appels d'offres publics récents, disponibles en open data, avec les flux financiers internes que j'avais extraits du cloud de mon père. C'était comme assembler un puzzle géant dont les pièces étaient dispersées dans des milliers de PDF. Et c'est là que j'ai trouvé le schéma. C'était à la fois brillant et incroyablement stupide. Hubert utilisait une technique classique de surfacturation via des sous-traitants. Mais qui étaient ces sous-traitants? J'ai tracé les numéros cirés de 3 sociétés, Ella Consulting, Blue Horizon Marketing et Athena Stratégie. Ces sociétés facturaient des montants astronomiques à l'entreprise de mon père pour des études de faisabilité ou du conseil en images. J'ai cherché les statuts de ces sociétés au greffe du tribunal de commerce. Mon cœur a fait un bond. La gérante et unique actionnaire de ces 3 sociétés était Laetitia L. Ma petite sœur. La princesse qui ne savait probablement même pas faire une règle de 3. Les dates de création des sociétés correspondaient à ses 18, 20 et 22 ans. J'ai fouillé dans les emails personnels d'Hubert pour trouver le lien. J'ai trouvé un échange avec le comptable véreux de la famille, un certain monsieur V. Hubert écrivait « Vire 50 000 sur le compte de Blue Horizon. Laetitia veut changer de voiture. Mets ça sur le compte du chantier de la médiathèque municipale. » Intitulé « Étude d'impact environnemental. » Le comptable répondait « Est-ce que Laetitia doit signer quelque chose ?» Hubert « Non, j'ai sa procuration générale depuis ses 18 ans. Elle ne regarde jamais ses comptes pro. Je lui dis juste que c'est l'argent de poche de papa. » J'ai relu l'email 3 fois. Laetitia n'était pas seulement l'enfant gâté. Elle était le bouclier humain. Hubert l'avait transformée en complice de blanchiment d'argent et d'abus de biens sociaux à son insu. Si la police découvrait ça, Laetitia plongeait avec lui. Elle risquait la prison pour des crimes dont elle ignorait l'existence. Une partie de moi, la partie blessée, a pensé « bien fait pour elle. Elle a ri au mariage. » Mais l'autre partie, la professionnelle, savait que cela rendait mon père encore plus méprisable. Il sacrifiait tout le monde. Son frère. Sa fille aînée. Et même sa fille préférée, qu'il utilisait comme une mule bancaire de luxe. J'avais presque tout. Les preuves techniques de l'amiante, grâce à Rémi, les preuves financières du blanchiment, grâce au cloud. Mais il me manquait un élément crucial pour impliquer ma mère. Je savais que Chantal n'était pas innocente. Elle jouissait du train de vie. Elle fermait les yeux. Mais pour que la justice comprenne l'étendue de la corruption familiale, je devais prouver qu'elle savait. Je devais prouver qu'elle n'était pas juste une femme au foyer naïve, mais une co-signataire active.
J'ai zoomé sur un relevé bancaire joint à un email. Il s'agissait d'un virement vers un compte offshore aux Seychelles, masqué sous l'achat d'œuvres d'art. En bas du document, il y avait 2 signatures. Celle d'Hubert, large et agressive. Et celle de Chantal, petite et ronde. Mais une copie numérique ne suffisait pas toujours devant un juge d'instruction pointilleux. Il me fallait l'original ou un aveu. J'ai regardé mon reflet dans l'écran noir de mon ordinateur. J'avais des cernes violets sous les yeux, mes cheveux étaient en bataille, mais je n'avais jamais semblé aussi vivante. Il était temps de passer à l'étape suivante. Il me fallait un architecte légal pour construire la prison autour d'eux avant même qu'ils ne sachent qu'ils étaient enfermés. J'ai pris mon téléphone pour appeler Morgane. Morgane est le genre d'ami que tout le monde devrait avoir, mais que peu de gens peuvent gérer. Nous nous sommes rencontrés à la fac, elle en droit, moi en finance. Aujourd'hui, elle est avocate pénaliste spécialisée dans les affaires de col blanc. Elle porte des talons de 12 centimètres comme des armes et son sourire peut geler l'enfer. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret près du palais de justice, loin des regards indiscrets. J'ai posé mon dossier sur la petite table en marbre, entre nos 2 espressos. Morgane a feuilleté les pages imprimées, ses yeux parcourant les colonnes de chiffres et les extraits d'emails. Son visage restait impassible, mais je voyais ses doigts se serrer sur le papier. Au bout de 20 minutes, elle a posé le dossier, a enlevé ses lunettes et m'a regardé droit dans les yeux. « Axel » a-t-elle dit, sa voix basse et sérieuse. « Tu réalises ce que tu as là ? Ce n'est pas juste une petite fraude. C'est du grand banditisme financier. Faux et usage de faux, abus de biens sociaux, mise en danger d'autrui, blanchiment aggravé en bande organisée. Je sais, dis-je. Si on lance ça, c'est la bombe atomique, continua-t-elle. Ton père ira en prison pour longtemps. Ta mère perdra tout. Laetitia aura un casier judiciaire qui la suivra à vie. Tu vas te rendre orpheline volontairement. Tu es sûre de vouloir aller jusqu'au bout ? J'ai pensé au mariage. Au rire de mon père. À la pluie. Je suis orpheline depuis mes 10 ans, Morgane. Je ne fais que régulariser la situation administrative. Elle a souri, un sourire de requin. D'accord. Alors on va le faire bien. On ne va pas juste envoyer ça à la police et espérer que ça marche. On va les piéger. Morgane a sorti un stylo et a commencé à dessiner un schéma sur une serviette en papier. Le parquet national financier, PNF, est débordé. Pour qu'ils bougent vite, il faut leur servir l'affaire sur un plateau, mais il faut aussi que ton père fasse une erreur en temps réel. Quelque chose qui prouve qu'il essaie de détruire des preuves maintenant. Comment on fait ça ? Demandai-je. On va le rendre paranoïaque, dit-elle. On va rédiger une lettre anonyme, très détaillée, mais pas officielle. Une lettre qui ressemble à une fuite interne ou à un avertissement d'un inspecteur des impôts corrompus. On va lui dire qu'un contrôle est imminent sur les sociétés de Laetitia. Je comprenais où elle voulait en venir. Il va paniquer. Exactement. Et quand un homme comme Hubert panique, il ne va pas voir la police. Il appelle son comptable pour falsifier des dates, il détruit des disques durs, il déplace de l'argent. Et c'est là qu'on le coincera. Si on peut enregistrer ou documenter sa panique, c'est l'obstruction à la justice. C'est la cerise sur le gâteau pour le juge. Nous avons passé l'heure suivante à rédiger cette lettre. Nous avons utilisé un langage technique précis pour qu'elle soit crédible. Nous avons mentionné des détails que seul quelqu'un de l'intérieur pouvait connaître grâce à mes fouilles. Monsieur L., nos services ont détecté des irrégularités concernant les flux financiers entre la holding et la société Blue Horizon. Un audit approfondi est programmé pour le mois prochain. C'était cruel. C'était manipulateur. Et c'était exactement ce qu'il méritait. Envoie ça demain, dit Morgane en me rendant le brouillon. Et ensuite, tu dois aller chez tes parents. Tu dois être là quand la bombe explosera. Tu dois être le témoin silencieux. Je dois retourner dans la fosse au lion, murmurai-je. Non, corrigea Morgane en finissant son café. Tu n'es plus la victime dans la fosse. Maintenant, c'est toi le lion. J'ai posté la lettre le soir même, dans une boîte aux lettres à l'autre bout de Paris, avec des gants pour ne pas laisser d'empreinte. Le compte à rebours avait commencé. 3 jours plus tard, j'ai garé ma Peugeot devant la maison familiale.
C'était une villa imposante en banlieue ouest, avec des colonnes néoclassiques ridicules et une allée en gravier parfaitement ratissée. J'avais prétexté avoir besoin de récupérer de vieux cartons de livres dans le grenier. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai senti la tension. L'air était électrique. Ma lettre était arrivée. Je n'ai pas vu mon père tout de suite, mais je l'entendais. Sa voix tonnait depuis son bureau au rez-de-chaussée, les portes fermées. Il hurlait au téléphone. « Je m'en fous de comment tu fais. Fais disparaître ces écritures. »« Oui, anti-Datelé. »« Je te paie pourquoi, bordel ?» J'ai activé l'enregistreur de mon téléphone dans ma poche. Première preuve d'obstruction. Je suis allée dans la cuisine. Ma mère, Chantal, était assise devant une tasse de thé, le regard vide. Elle sursautait à chaque cri venant du bureau. « Bonjour maman, dis-je doucement. » Elle a levé les yeux, l'air effrayé. « Oh, Axel. Ce n'est pas un bon moment. Ton père est contrarié. Il y a des soucis administratifs. » Je me suis assise en face d'elle. C'était le moment de vérité. Je devais savoir si elle était une victime ou une complice consciente. Ça a l'air grave, dis-je, feignant l'inquiétude. C'est à propos de l'argent? Des sociétés de Laetitia? Le visage de ma mère s'est fermé. Ses yeux ont dardé vers la porte du bureau, puis vers moi. Qu'est-ce que tu sais? Rien, mentis-je. Juste que papa mélange souvent les comptes. Tu sais, comme pour le chantier de l'école il y a 10 ans. Tu te souviens de l'amiante, maman? Elle est devenue blanche comme un linge. Sa main a tremblé, faisant teinter la cuillère contre la porcelaine. Tais-toi, chuchota-t-elle violemment. Ne parle jamais de ça. On a fait ce qu'il fallait pour la famille. Pour vous. Pour nous, demandai-je. Ou pour la maison de vacances à Deauville? Elle s'est penchée vers moi, ses yeux brillants de larmes et de colère. Tu crois que c'est facile? Tu crois que l'argent tombe du ciel? Ton père prend des risques. Parfois, il faut arrondir les angles. J'ai signé ce qu'il fallait signer pour qu'on garde ce toit. Si tu étais une bonne fille, tu nous soutiendrais au lieu de poser des questions. Voilà. L'aveu. Elle savait pour l'amiante. Elle savait pour les risques. Elle avait choisi le confort plutôt que la conscience. Mon téléphone, toujours dans ma poche, enregistrait chaque mot. À ce moment, la porte d'entrée s'est ouverte à la volée. Laetitia est entrée, chargée de sacs de shopping siglés Dior et Chanel. Elle apportait avec elle une bouffée de parfums coûteux et d'insouciance. « Coucou tout le monde », a-t-elle chantonné, ignorant l'ambiance funèbre. Elle a jeté ses sacs sur le canapé du salon. « Vous ne devinerez jamais, j'ai trouvé les chaussures parfaites pour aller avec ma nouvelle voiture. »« Oh, salut Axel. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu demander de l'argent? » Elle a ri de sa propre blague. Hubert est sorti de son bureau à ce moment-là. Il était en bras de chemise, les cheveux en désordre, le visage pourpre. Il tenait des dossiers à la main. « Laetitia » a-t-il aboyé. « Viens ici. J'ai besoin que tu signes des trucs. » Tout de suite. « Oh papa, encore » a-t-elle gémi. « C'est ennuyeux tes papiers. Je peux le faire plus tard? » Tout de suite, a-t-il hurlé, la faisant sursauter. Il m'a vu alors. Son regard s'est rétréci. Et toi? Qu'est-ce que tu fous là? Je n'ai pas le temps pour tes jérémiades. Je venais juste chercher mes livres, père, dis-je calmement. Je vois que tu es occupé. Je ne vais pas déranger. Je me suis levée. J'ai regardé ma sœur, cette poupée futile qui s'apprêtait à signer sa propre condamnation sans même lire une ligne. J'ai regardé ma mère, recroquevillée dans son déni. J'ai regardé mon père, se tirant au pied d'argile qui s'effritait sous la pression. Bonne chance avec les papiers, dis-je en me dirigeant vers la sortie. Assurez-vous que les dates correspondent. Hubert s'est figé. Il m'a jeté un regard suspicieux, mais la panique l'a emporté sur la suspicion. Il a attrapé Laetitia par le bras et l'a traînée vers son bureau. Je suis sortie de la maison. Le soleil brillait dehors, indifférent à la pourriture qui rongeait cette famille de l'intérieur. J'avais l'enregistrement de ma mère.
J'avais vu la panique de mon père. Le piège de la lettre avait fonctionné à merveille. Il ne manquait plus que le coup de grâce. Et Hubert, dans son arrogance, allait bientôt me l'offrir sur un plateau d'argent. 3 semaines passèrent. Le silence radieux de la part de ma famille était total, ce qui signifiait qu'ils étaient en mode gestion de crise. J'avais transmis tous les nouveaux éléments à Morgan, qui les avait joints au dossier déposé discrètement au parquet national financier. Les enquêteurs travaillaient dans l'ombre. Puis, un mardi soir, mon téléphone a sonné. C'était Hubert. Axel, sa voix était inhabituellement douce, presque mielleuse. Ça fait longtemps. Écoute, j'ai été un peu brusque la dernière fois. Ta mère et moi, on aimerait t'inviter à dîner. Juste toi et moi. Pour parler affaires. Au Grand Véfour. Le Grand Véfour. Un restaurant étoilé au Palais Royal. Hubert ne m'emmenait là que quand il voulait quelque chose d'énorme. J'ai accepté. C'était le dernier acte. Le soir du dîner, je me suis habillée avec soin. Un tailleur noir, strict, professionnel. Pas la robe d'une fille, mais l'uniforme d'un bourreau. Hubert était déjà assis quand je suis arrivée. Il avait l'air fatigué, les traits tirés, mais il a affiché son grand sourire de vendeur de voitures d'occasion. Il a commandé une bouteille de vin à 300 € sans me demander mon avis. Tu as bonne mine, Axel, commença-t-il. Le travail se passe bien? Très bien, répondis-je. Je suis très occupé par des audits complexes en ce moment. Il a ri nerveusement. C'est justement de ça que je voulais te parler. Tu sais, je n'ai peut-être pas assez reconnu tes talents par le passé. Tu es brillante avec les chiffres, bien plus que ta sœur. Le compliment sonnait faux comme une pièce de monnaie en plomb. J'ai attendu. Il s'est penché au-dessus de la table, baissant la voix. L'entreprise traverse une zone de turbulence. Un contrôle fiscal zélé. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour réorganiser certaines lignes comptables. Des choses techniques. Si tu m'aides à nettoyer ça ce week-end, je suis prêt à te donner 5% des parts de la holding. C'est une valeur de 500 000 €, Axel. C'est l'héritage que tu réclamais. Il me regardait avec espoir. Il pensait vraiment qu'il pouvait m'acheter. Il pensait que ma soif d'amour paternel était si grande que je me vendrais pour des miettes de son empire criminel. Il me demandait de devenir complice pour sauver sa peau. J'ai pris une gorgée d'eau. J'ai posé mon verre doucement. Donc, pour résumer, dis-je clairement, tu veux que je t'aide à dissimuler les preuves du blanchiment d'argent via les sociétés de Laetitia, et peut-être effacer les traces restantes de l'amiante de 2014? Le sourire d'Hubert s'est effacé instantanément. Baisse d'un ton, siffla-t-il. Comment tu sais pour? Je sais tout, Hubert le coupai-je. J'ai sorti de mon sac une simple carte de visite blanche. Celle de l'inspecteur principal du PNF chargé du dossier. Je l'ai fait glisser sur la nappe immaculée jusqu'à lui. Je n'ai pas besoin de tes 5%. Je n'ai pas besoin de ton argent sale. Ce dossier a été déposé il y a 3 semaines. Tout ce que tu as fait depuis, chaque document falsifié, chaque virement paniqué, a été tracé en temps réel. Hubert a regardé la carte comme si c'était un serpent venimeux. Son visage est passé du rouge au gris cendre. Tu m'as dénoncé, balbutia-t-il. À ta propre famille? Tu as dit que j'étais une erreur, répondis-je, ma voix ne tremblant pas. Tu as dit que j'étais un brouillon raté. Eh bien, le brouillon a corrigé la copie finale. C'est fini, père. Il s'est levé brusquement, renversant sa chaise. Les autres convives se sont retournés. La rage a tordu son visage, cette rage familière qui avait terrorisé mon enfance. Tu es une ingrate. Une traîtresse. Je t'ai nourri, je t'ai logé. Je vais te détruire. Tu n'auras rien. Je te déshérite pour de bon. Tu ne peux pas déshériter quelqu'un quand l'État a tout saisi, dis-je en me levant à mon tour. J'ai ajusté ma veste. Le dîner est pour toi. Profitant. C'est probablement ton dernier bon repas avant longtemps. Je suis sortie du restaurant sous les regards choqués de la haute société parisienne. Je n'ai pas regardé en arrière. Hubert était resté debout, tremblant, seul au milieu des ruines de sa vie. Dehors, l'air de Paris n'avait jamais été aussi doux.
J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Morgan. C'est fait. Il a tenté de me corrompre. C'est enregistré. La partie d'échecs était terminée. Échec et mat. Le raid a eu lieu 2 semaines plus tard, à 6 heures du matin précise. C'est l'heure légale en France pour les perquisitions domiciliaires. Je n'étais pas là, bien sûr, mais ma voisine d'enfance, Madame D, m'a tout raconté avec une délectation morbide au téléphone. 3 voitures de police banalisées et un fourgon cellulaire ont bloqué l'allée de gravier. Les voisins, réveillés par l'agitation, ont vu Hubert être sorti de sa maison en pyjama de soie bleue, les poignets menottés dans le dos. Il ne criait plus. Il avait la tête basse, l'allure d'un homme qui vient de réaliser que le sol s'est dérobé sous ses pieds. Laetitia a été arrêtée aussi. Elle sortait de chez son petit ami quand la police l'accueillit. On m'a dit qu'elle hurlait, c'est une erreur. Appelez mon père. Je ne sais même pas ce qu'est une facture. Elle a été emmenée dans une voiture séparée, son maquillage coulant sur ses joues, sa vie de princesse Instagram anéantie en 1 seconde. Chantal n'a pas été arrêtée tout de suite, mais les policiers ont emporté ses ordinateurs et vidé le coffre-fort. Elle est restée assise sur les marches du perron, seule dans sa grande maison vide qui allait bientôt être saisie, regardant les gyrophares emmener sa famille. À 8 heures du matin, mon téléphone a commencé à vibrer. Et il n'a pas arrêté. C'était l'explosion que j'avais prédite. Premier message de ma tante, la sœur de Chantal. Axel, qu'est-ce qui se passe? La police est chez tes parents. Ils disent que c'est de ta faute. Dis-moi que c'est faux. Deuxième message d'un cousin, tu es une malade mentale. On ne balance pas sa famille aux flics. Tu as tué ton père. Troisième message, une note vocale de ma mère, entrecoupée de sanglots. Axel, pourquoi? Il allait tout arranger. On allait te donner de l'argent. Tu as tout détruit. Comment as-tu pu me faire ça à moi? Je suis ta mère. Je n'ai répondu à personne. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. Je me suis fait un café, je me suis assise sur mon balcon et j'ai regardé le soleil se lever sur les toits de Paris. Aux nouvelles de midi, l'affaire éclatait. Scandale BTP, un entrepreneur lyonnais arrêté pour vaste fraude et mise en danger d'autrui dans l'affaire de l'amiante des écoles. Les images montraient la saisie des voitures de luxe de Laetitia et la mise sous scellé des bureaux. Je suis allée au travail comme d'habitude. Mes collègues parlaient de l'affaire à la machine à café, sans savoir que l'entrepreneur lyonnais était mon père. Je les écoutais condamner cet homme avide qui avait empoisonné des écoles. C'est dégueulasse, disait l'un d'eux. Ces types méritent de pourrir en prison. Oui, ai-je répondu simplement. Ils le méritent. Vers 16 heures, Morgan m'a appelé. Ils sont en garde à vue. Hubert a essayé de tout mettre sur le dos de son comptable, puis sur Rémi. Mais avec tes preuves, ça n'a pas tenu 2 minutes. Le juge d'instruction est furieux. Il a refusé la liberté sous caution pour Hubert à cause du risque de fuite. Il dort en prison ce soir. Et Laetitia? Elle a craqué en 5 minutes. Elle a admis qu'elle signait tout ce que papa lui donnait sans regarder. Elle a plaidé la bêtise. Ça pourrait lui éviter la prison ferme, mais elle est complice. Sa vie d'avant est finie. J'ai raccroché. J'ai ressenti un vide étrange. Pas de joie exubérante, pas de tristesse. Juste un soulagement immense, comme si on m'avait enlevé un sac à dos rempli de pierres que je portais depuis 30 ans. Mais ce n'était pas tout à fait fini. Il restait une dernière confrontation. Hubert avait demandé à me voir. Son avocat disait que c'était urgent, qu'il voulait implorer mon pardon. Morgan m'avait déconseillé d'y aller, mais je savais que je devais le faire. Je devais voir le monstre en cage pour être sûr qu'il ne pouvait plus me mordre. La maison d'arrêt de Fleury-Mérogis est un endroit qui sent le désinfectant bon marché, la sueur froide et le désespoir. J'ai traversé les contrôles de sécurité, laissé mon sac, mon téléphone, ma vie extérieure dans un casier métallique. On m'a conduite au parloir avocat, une petite pièce divisée par une vitre en plexiglas épaisse, piquée de trous pour laisser passer le son. Quand Hubert est entré de l'autre côté, j'ai failli ne pas le reconnaître. En seulement 3 jours, il avait vieilli de 10 ans. Sans ses costumes sur mesure, sans sa teinture pour cheveux qui ne pouvait plus faire, sans son aura de pouvoir, il n'était qu'un vieil homme voûté dans un survêtement gris trop grand. Il s'est assis lourdement.
Ses mains tremblaient sur la tablette. Il a levé les yeux vers moi. Ils étaient rouges, injectés de sang. Axel, croassait-il. Sa voix était brisée. Ma fille. Je suis restée silencieuse, assise droite, les mains posées à plat sur la table. Sors-moi de là, a-t-il supplié, les larmes commençant à couler sur ses joues mal rasées. Je t'en supplie. Je ne tiendrai pas ici. C'est l'enfer. Je te donnerai tout. J'ai des comptes que la police n'a pas trouvés. En Suisse. À Singapour. Je te donne les codes. Prends tout. Mais dis au juge que tu t'es trompé. Dis que c'était un malentendu. Il ne comprenait toujours pas. Même ici, au fond du trou, il pensait que tout s'achetait. Il pensait que l'argent était la seule langue que je parlais, parce que c'était la seule qu'il connaissait. Je ne veux pas de ton argent, Hubert, dis-je froidement. Et je ne peux pas dire au juge que je me suis trompé. Les preuves ne mentent pas. L'amiante était réel. Les faux bilans étaient réels. Il a frappé la vitre du poing, un geste faible, pathétique. Je suis ton père. J'ai fait ça pour la famille. Pour toi. Arrête, les jeux coupés. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Tu as fait ça pour ton ego. Tu m'as appelé une erreur devant tout le monde. Tu te souviens? Il s'est affaissé. J'étais saoul. Je ne le pensais pas, Axel, pitié. Je t'aime. Ces mots, je t'aime, sonnaient tellement faux dans sa bouche. C'était l'arme ultime du manipulateur, dégainée quand toutes les autres avaient échoué. Je me suis penchée vers la vitre. Tu sais, Hubert, tu avais raison sur une chose ce soir-là. Tu as dit que j'étais un brouillon. Un essai. Il m'a regardé, confus. Mais tu as oublié comment fonctionne l'écriture, continue-je. Le brouillon, c'est là qu'on travaille, qu'on rature, qu'on améliore. C'est la version résiliente. Laetitia, ta version finale, ta princesse parfaite? Elle s'est effondrée à la première brise. Moi, j'ai survécu à ton ouragan. Je me suis levée. Je ne retirerai pas ma plainte. Je ne prendrai pas ton argent caché d'ailleurs, je l'ai déjà signalé au procureur ce matin, donc ils vont probablement le trouver d'ici demain. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur pure. Tu vas rester ici, dis-je. Et tu vas avoir beaucoup de temps pour réfléchir à tes erreurs. Adieu, Hubert. Je me suis retournée vers la porte. Axel, a-t-il hurlé. Il s'est jeté contre la vitre. Reviens. Tu ne peux pas me laisser ici. Je suis ton père. Je te maudis. Sale peste. Les gardiens l'ont retenu. J'ai entendu ses cris se transformer en sanglots alors que la lourde porte métallique se refermait derrière moi avec un clang définitif. Dans le couloir de la prison, j'ai pris une grande inspiration. L'air sentait toujours le désinfectant, mais pour la première fois de ma vie, je respirais librement. Le monstre était en cage. L'enfant effrayé en moi pouvait enfin grandir. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon juridique. Le procès a été rapide et brutal. Les preuves étaient accablantes. Hubert a été condamné à 8 ans de prison ferme, sans possibilité de libération conditionnelle avant 5 ans. L'État a saisi tous ses biens, la villa, les voitures, les comptes bancaires, et même la montre en or qu'il portait fièrement au poignet. Tout a été vendu aux enchères pour payer les amendes colossales et indemniser la municipalité pour le désamiantage de l'école. Laetitia a évité la prison, mais de justesse. Son avocat a plaidé la naïveté et l'emprise paternelle. Elle a écopé de 2 ans de prison avec sursis et d'une interdiction de gérer une entreprise pendant 10 ans. Mais sa punition sociale a été pire. Son mari, un jeune banquier ambitieux, a demandé le divorce dès que le scandale a éclaté, ne voulant pas que sa carrière soit entachée. Elle a tout perdu. Aujourd'hui, on m'a dit qu'elle travaille comme caissière dans un supermarché en banlieue et vit chez une amie qui commence à se lasser d'elle. Elle n'a plus de sac Chanel, plus de chevaux, plus d'arrogance. Juste la réalité froide de la vie adulte qu'elle n'avait jamais apprise à gérer. Chantal, ma mère, est la plus tragique de l'histoire. Elle n'a pas été inculpée, faute de preuves directes de sa participation active aux fraudes. Mon enregistrement a servi de levier pour la faire coopérer, mais n'a pas été utilisé contre elle au tribunal.
Cependant, sans l'argent d'Uber, elle s'est retrouvée à la rue. Elle loue maintenant un petit 2 pièces humide. Elle m'appelle parfois, souvent ivre, pour me crier dessus, me disant que j'ai brisé la famille, que je suis une fille ingrate. Je ne réponds plus. J'ai bloqué son numéro la semaine dernière. Elle a choisi son camp il y a longtemps, et ce n'était pas le mien. Quant à l'oncle Rémi, c'est la seule lumière dans cette histoire sombre. Grâce à mon témoignage et aux preuves, son nom a été blanchi. Il a reçu une indemnisation pour licenciement abusif et diffamation. Ce n'était pas une fortune, mais assez pour rénover son garage et embaucher un apprenti. Je suis allée le voir le week-end dernier. Il avait l'air 10 ans plus jeune. Il m'a serré dans ses bras, ses mains toujours tachées d'huile, mais chaleureuses. « Tu as bien fait, petite, m'a-t-il dit. Tu as nettoyé la pourriture. » Nous avons bu une bière assis sur de vieux pneus, regardant le soleil se coucher sur la zone industrielle. Pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir une famille. Une vraie. Pas liée par le sang ou l'argent, mais par le respect et la vérité. J'ai gardé mon emploi. J'ai même été promue senior risk analyst après que mes patrons ont appris comment j'avais démantelé une fraude complexe toute seule, sans mentionner que c'était ma propre famille. J'ai utilisé ma prime pour m'acheter mon propre appartement. Un petit endroit, mais à moi. Payé avec mon argent propre, honnête. Parfois, la nuit, je repense à ce mariage. Je repense à ce moment où je me suis tenue sous la pluie. Je me demande ce qui se serait passé si mon père s'était tu. Si j'étais restée dans l'ombre, acceptant les miettes. Mais il a parlé. Et en voulant m'écraser, il m'a donné la force de devenir ce qu'il craignait le plus, sa conséquence. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je suis à la salle d'escalade de bloc, mon nouveau sanctuaire. Je suis suspendue à 3 mètres du sol, mes doigts agrippés à une prise rugueuse, mes muscles tendus par l'effort. Il n'y a personne pour me hisser vers le haut. Personne pour me payer un ascenseur. C'est juste moi, ma force, ma volonté et la gravité. Quand j'atteins le sommet de la voie, je me laisse tomber sur le tapis épais en bas. Je suis essoufflée, en sueur, mais je souris. C'est ça, la liberté. Savoir que chaque centimètre gagné l'a été par soi-même. Les gens me demandent souvent si je regrette. Ils me disent, c'était quand même ton père. Le sang est plus important que tout. Je leur réponds ceci, le sang vous donne des parents, mais il ne vous donne pas une famille. La famille, c'est le comportement. La famille, c'est le respect. La famille, c'est ceux qui vous protègent, pas ceux qui vous jettent au loup pour sauver leur peau. Mon père a construit un château sur des fondations de mensonges et de poison. J'ai juste donné un coup de pied dans la première brique. Ce n'est pas moi qui ai détruit la famille. C'est la vérité. J'ai appris qu'on ne doit jamais s'excuser de se protéger. On ne doit jamais s'excuser de refuser d'être une victime. Si quelqu'un vous traite comme une erreur, prouvez-leur qu'ils avaient tort. Pas en pleurant, pas en criant, mais en devenant la version la plus forte, la plus intouchable de vous-même. Hubert a 6 ans devant lui pour réfléchir dans sa cellule de 9 mètres carrés. Laetitia a toute une vie pour apprendre la valeur d'un euro gagné honnêtement. Et moi ? J'ai le reste de ma vie pour être libre. Je ne suis plus l'ombre au fond de la salle de bal. Je suis Axel. Et je suis enfin en pleine lumière. Et vous ? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des membres toxiques de votre famille pour vous sauver ? Avez-vous déjà transformé votre douleur en pouvoir ? Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Partagez votre histoire dans les commentaires, je les lirai tous. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver le courage de dire assez. Merci d'avoir écouté Revenge Read. À la prochaine pour une nouvelle histoire de justice.